Troisième partie avec Manuel Virotte. Alors on discute autour de son livre des 2 tomes OVNI sur la France des années 1940 à nos jours. Donc le premier tome, apparition et chercheur privé. On a bien compris là dans la discussion comment ça se déroule cette affaire. Et puis recherche militaire et investigation scientifique. Alors oui, on parlait d'OVNI qui serait au-dessus de Tchernobyl, qui serait au-dessus de Fukushima, qui serait au-dessus de tout ce qui est test nucléaire. C'est des fakes ça Alors le lien entre OVNI et nucléaire est établi par de nombreux ufologues, même statistiquement, il y en a qui ont fait des statistiques pour démontrer ça, et notamment Jean-Jacques Velasco, qui était donc un collaborateur de Claude Poher du temps du GEPAN, et qui a pris la direction à la fin du GEPAN en 1988 du CEPRA, du service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Troupe dans le ciel. Donc pendant 20 ans, il était à la tête c'était le monsieur OVNI public en France, donc c'est quelqu'un qui a eu accès à beaucoup d'informations. Lui, il dit il y a un lien très clair entre nucléaire et OVNI. Donc depuis que l'être humain a développé cette énergie, a fait exploser des bombes, a fait des tests atmosphériques, des tests souterrains, on a beaucoup plus d'observations d'OVNI. Il cite aussi donc des bases militaires américaines où étaient stationnés des missiles nucléaires dans les années 60-70, où des engins, des missiles ont été désactivés, donc selon les témoignages des militaires américains. C'est vrai ça, parce que je l'ai vu, mais je n'ai pas cru 2 secondes. Non, mais ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est rapporté par des témoignages de militaires qui étaient en place à ce moment-là. On a été jusqu'à conclure que les ovnis seraient arrivés, auraient empêché le fonctionnement de ces ogives nucléaires pour faire comprendre qu'ils étaient les maîtres du monde et qu'il fallait se calmer. Non. Les témoignages ont juste fait état d'un ovni qui était présent et des systèmes qui se désactivaient. C'est tout. Et qui pouvait le faire donc. Voilà. Qui dit désactiver les systèmes dit aussi pouvoir les activer. Ça, donc on n'a même pas la main sur ce qu'on est en train de créer comme arme nucléaire. On ne sait même pas si c'est l'OVNI qui désactive, mais en tout cas on constate une relation entre la présence de l'OVNI et la désactivation des systèmes. Donc, ça a été constaté par les militaires. Ça a été rapporté par des militaires qui étaient en faction à ce moment-là. Et qui se sont fait virer après, c'est pas possible. J'en ai aucune idée. Et donc il y a eu 2 cas comme ça, au moins 2 cas aux États-Unis. Et donc lui défend ce lien. En France, donc il y a un personnage très controversé qui s'appelle Jimmy Guilleux, qui est mort maintenant. Donc il est l'un des pionniers de l'ufologie, qui écrivait aussi des romans de science-fiction. Qui a été controversé parce que lui défendait des thèses extrêmes, du genre les extraterrestres ont des bases souterraines aux États-Unis. L'armée américaine est en conflit avec eux, cherche à les déloger, etc. Donc lui il disait, mais il a quand même des documents à l'appui de ça. Il disait qu'ils avaient fait des enquêtes avec son groupe de recherche sur le plateau d'Albion et où ils avaient recueilli des témoignages de militaires qu'à un moment où un silo s'ouvrait, dans les 48 heures, un OVNI survolait la base du plateau d'Albion. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc il a souvent été accusé de raconter un peu des fictions, mais il produit des documents. Donc dans son ouvrage Nos maîtres extraterrestres, je ne sais plus quelle édition, il y a eu plusieurs éditions, il y a en annexe la correspondance administrative qu'il a eue avec le ministère des Armées de l'époque, lui demandant de mener une enquête, le ministère lui répondant que c'était pas possible, etc. Donc voilà. À chaque fois une ogive. D'après lui, à chaque fois qu'un silo était ouvert, donc comme si un missile avait tiré, ça faisait appliquer à un moment ou à un autre, assez rapidement, il y aurait eu un. Si je suis général, je fais semblant de sortir une ogive et puis je vois tout de suite si. Et bien justement, c'est ce qu'il a demandé à faire. Faites semblant, donc c'est le protocole qu'il avait imaginé, mais bon, ça n'a pas été, bien évidemment, pas été accepté. Faites semblant d'ouvrir une ogive dans laquelle il n'y a rien pour voir si ça marche. Faites la même chose avec un silo dans lequel il y a un missile. Et voilà. Mais on a la correspondance qui est reproduite avec les signatures, avec les cachets, etc. Une hypothèse comme une autre. Mais vous n'êtes pas à suivre Jimmy Gueux pour les bases souterraines d'extraterrestres? Non. Alors là, je me garderais bien de le suivre sur ce terrain. Non, bien sûr, c'est extrêmement spéculatif et puis ça paraît invraisemblable. Même dans la mer? Alors, moi, je les vois bien avoir des peticette bases souterraines comme Abyss, comme dans le film Abyss. Je finis avec Jimmy Gueux et la théorie de l'horrible vérité. C'est le nom de cette théorie. Des ufologues, et non des moindres en France, étaient convaincus que c'était la réalité. Un astrophysicien comme Pierre Guérin, donc un astrophysicien français de renommée internationale, qui est mort maintenant, je crois, en 2000. Mais ils meurent tous, c'est incroyable. Non, mais de vieillesse. Et donc lui penchait pour cette théorie-là. Et donc lui, il en était convaincu.
Voilà. Après, comme vous me parlez de l'aspect sous-marin, donc effectivement, je vous l'ai dit à la Réunion, on a constaté donc des objets apparemment en perdition qui plongeaient dans la mer, voilà, et qu'on ne retrouvait jamais. Hein. Et un ufologue comme René Fouéré, par exemple, dans les années 60-70, faisait l'hypothèse qu'il y avait des bases sous-marines parce qu'on voyait des apparitions d'objets qui sortaient de la mer, qui jaillissaient des flots. On voyait qui ça, des marins qui naviguaient, des observateurs depuis le littoral. Peut-être, ou non. Oui. Et qui plongeaient dans la mer, ou alors de marins en plein Pacifique qui voyaient des phénomènes absolument invraisemblables, lumineux. Donc, sous la mer, au niveau du détroit d'Ormuz, pareil. Et donc lui formulait l'hypothèse qu'il y avait des bases sous-marines, particulièrement dans les zones d'assez faible profondeur. Faible profondeur. Dans le cas du détroit d'Ormuz, c'était le cas. Donc voilà, et c'est pas fini. On appelle donc ces types de phénomènes les OANI, les objets aquatiques non identifiés. Et donc il y a beaucoup de témoignages. Il y a un certain nombre de témoignages. Ça, vous ne soutenez pas cette thèse-là, hein? Non, on ne peut pas parler de tout en 500 pages. Donc à votre idée, c'est pas trop. Ah non, mais bien sûr que si. Comme autant qu'il existe des objets volants non identifiés au sens propre sous terme, la mer, pourquoi pas. Il existe aussi des objets aquatiques non identifiés au sens propre. Ça, oui, c'est logique. Voilà. Et alors, la base qui serait sur la Lune cachée ou du côté de Mars, vous suivez le truc ou pas? J'en ai pas parlé dans ma thèse, mais je suis aussi le truc. Et notamment à la suite d'une conférence que j'avais entendue d'Alain Boutier. Donc Alain Boudier qui serait, au dire de Jacques Vallée, Alain Boudier qui se présenterait au dire de Jacques Vallée comme un ancien des services de renseignement également, et qui, jusqu'à une période très récente, jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, était le directeur, le responsable de la commission Sigma, c'est la commission OVNI de la 3AF, bon c'est compliqué, hein, de l'Association aéronautique et astronautique de France, une sorte de société scientifique dans laquelle on retrouve plein d'industriels comme Airbus, comme Safran, comme le CNES, etc., qui travaillent dans différentes commissions. Donc cette société, elle est composée de plusieurs commissions, commission propulsion, commission matériaux, etc. Donc c'est les industriels, c'est comme un laboratoire d'idées. Dans lesquels, et il y a aussi une commission OVNI, bizarrement. Hein. Donc là, c'est pour dire l'intérêt vraiment, le sérieux avec lequel ce sujet est considéré par les industriels et les militaires. Et donc à la tête de cette commission, il y avait jusqu'à une période récente Alain Boutier. Et lui, donc là, on est en quelle période là? On est en 2000, jusqu'en 2014, je crois. Je crois qu'il a laissé sa place à Luc Dini en 2014, un autre ingénieur. Et donc lui disait, sur une conférence au repas ufologique de Toulouse, je crois, en 2013, il disait, alors sur la Lune, effectivement, il y a des choses très étranges qui se passent et ça vaudrait la peine de se pencher vraiment dessus. Et donc sur la Lune, effectivement, si on regarde aujourd'hui sur Internet, on trouve effectivement des photos qui sont très étranges et très bizarres. Hein. Donc voilà. Oui, mais vous qui êtes un roi de la source et de la vérification, c'est sur Internet, je vais pas plus loin dans je vais pas plus loin dans mon interprétation. Oui. Mais voilà, donc il y a des photos bizarres quand même, parce que des photos notamment de la mission Clémentine, je crois, hein, ou des missions Apollo, je sais plus, qui sont floutées. Donc il y a des structures qui sont floutées, on voit clairement les structures qui sont floutées, donc pourquoi ont-elles été floutées? Oui, voilà. Mais il y a même un des astronautes qui en avait parlé. Après on a des témoignages, alors j'ai plus en tête le nom des astronautes. Oui, non plus, mais enfin ils ont quand même... Voilà. Il y a beaucoup, en fait, si on se penche sur le dossier des anomalies lunaires, comme les anomalies martiennes d'ailleurs, il y a beaucoup de choses extrêmement étranges, mais il faut se pencher sur le dossier, il faut chercher, il faut farfouiller. Et donc Alain Boudier disait, lui sa théorie, il pensait que intentionnellement des éléments étaient jetés sur Internet pour que ceux qui sont curieux d'aller y faire un tour y aillent, et que les autres... Sur la Lune ou sur Internet? Non, sur Internet. Mais qu'il y ait des gens qui ne sont pas forcément dans la Lune. Et donc, aillent faire un tour pour se faire une idée, et ceux qui ne veulent pas en entendre parler, mais il disait que ceux qui veulent se faire une idée et qui vont commencer à chercher, eh bien, trouvent des choses étranges. C'est tout ce qu'il disait, et ça m'a interpellé qu'une personne comme lui le fasse. Et donc, je l'ai fait, effectivement, ça serait intéressant de creuser un peu plus. Celui qui cherche trouve, c'est ça. Voilà, on ne vous le cache pas tant que ça. D'après Alain Boudier, effectivement, si on veut vraiment chercher des choses intéressantes, on peut les trouver. D'accord, mais sur Internet, il y a plein de fakes. Alors justement, ces fameux ovnis, il y a des vidéos où on voit les ovnis au-dessous de Fukushima, juste avant le drame. Bon, c'est de la connerie en branche. J'en ai aucune idée. Je ne m'intéresse pas spécialement à la question. Moi, je remonte plus en arrière. Je fais pas le discours que les ovnis sont à côté de tout ce qui se passe d'atomique, c'est quand même quelque chose qui tient. C'est quelque chose qui revient dans la bouche du phologue très sérieux. Bon. Et le discours de base,
Du côté de la face cachée de la Lune ou sur Mars, ça serait pour Manuel Virotte un discours qui est probable? Non, bien sûr que non. Enfin, pour moi, il n'y a pas Sur de... Mars, il n'y a pas d'extraterrestre. Je n'en sais rien. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a des clichés surprenants. C'est tout ce que je peux dire. Donc, on peut rien dire d'autre. Oui. C'est voilà, Mais on constate et puis c'est tout. On peut tomber aussi dans ce qu'on pense. On peut pas. Non. Franchement, moi, j'interprète pas. Je garde les données de base et après, je me dis tiens, c'est curieux ou tiens, ça ne l'est pas. Bien. Alors, on parlait de ces personnages qui, par télépathie ou même physiquement, donnaient des messages. Sympathique, harmonie, paix sur la Terre et d'écologie. Il y en a eu beaucoup comme ça, des contacts? Il y en a eu un certain nombre, donc j'en parlais tout à l'heure, en France, il y en a eu un certain nombre dans les années 50, donc 60, peut-être un peu au-delà après, avec aussi dans les années 70. Donc on a eu Pierre Monet, on a eu Roselyne Coll, dans la région nîmoise, qui a été enquêtée par le groupement Véronica. On a eu aussi Jean Miguer, donc lui qui apparemment, donc il est très controversé également celui-là, hein. Donc lui, il aurait eu un accident de la route, aurait, encore une fois, parce que ça c'est le site de Jean Miguer qui le dit, donc c'est dans ses propres livres qu'il le raconte. Ah oui, il n'a pas été par les gendarmes pour faire une déposition, lui. À ma connaissance, non. Aurait été déclaré en état de mort clinique et miraculeusement aurait survécu et il aurait raconté qu'il y aurait eu une intervention divine, etc. Enfin, pas divine, extraterrestre. Oui. Voilà. Ailleurs, il y a eu Adamski, Georges Adamski, dont je l'ai parlé tout à l'heure. Voilà, il y en a eu un certain nombre, mais pas beaucoup. Il y a aussi, donc, plus récemment, les cas d'abductés, d'enlevés, de ravis, comme ils appellent. Le ravi de la crèche. Voilà, les ravis, donc c'est à double sens, bien sûr, dans la bouche de Méeus. Qui, donc, enquêtés par John Mack, dont j'en parlais, mais aussi Bud Hopkins aux États-Unis, qui eux aussi, donc, des fois par hypnose, des fois ils s'en rappellent consciemment. Déclarent donc être enlevés, souvent c'est la nuit, et là souvent on a les petits gris qui entrent en scène, les petits gris qui vous sont chers, ils entrent en scène. Maintenant c'est des petits salopards ceux-là, hein. C'est ceux de qui il faut se méfier. Oui. Apparemment, si on en croit Jimmy Guilleux, ils sont des petits salopards. Et très souvent leur délivrent, entre autres, parce qu'il y a des manipulations physiques, etc., mais leur délivrent aussi un message écologique. Donc, les petits gris. Alors les petits gris, de leur part, là, les petits gris, je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est prétendu enlevé raconte ça. Et donc on a cette espèce de constante. Faites attention à la Terre, elle est en danger, etc. Oui, mais enfin la Vierge Marie qui apparaît, elle le dit aussi. Oui, mais là aussi, il y a un rapport. Certains ont fait un rapport entre la Vierge Marie. Là aussi, c'est complexe. Oui, certains pour Fatima. Qu'est-ce qui est du domaine du religieux, de la mésinterprétation, parce que d'autres les voient comme des démons, les petits gris. Qu'est-ce qui est du domaine du démoniaque, du domaine des extraterrestres. Gilles Pinon, par exemple, le contre-amiral Gilles Pinon, qui est décédé il y a quelques années, lui aussi avait établi un lien entre Fatima en 1917, l'observation, enfin la révélation de Fatima, ce soleil et les ovnis. Donc ça, c'est un lien qui est fait. Attendez, Fatima, donc la Vierge est apparue à des enfants. Oui. On peut laisser sous-entendre qu'éventuellement l'Église a récupéré l'apparition. Allez, si vous voulez, ça vous fait plaisir. Mais quand on voit les secrets de la Vierge, c'est quand même un peu lié à l'Église, hein, vraiment. Il y a eu. Même pas au conditionnel, parce que il y a des milliers de témoins, même des journalistes et même ceux qui étaient contre. Il y a eu ce soleil qui s'est divisé en deux. Enfin, j'extrapole un petit peu, mais enfin, qui fonce sur la foule, ça fait un peu ovni. Oui, et donc certains ufologues, comme je disais, Gilles Pinon, établissent un lien. Parce qu'effectivement, ce qui est interprété en termes religieux pourrait être vu avec une autre grille de lecture comme un ovni. Mais c'était pas une vague d'ovni en 1917. À ma connaissance, non, mais en tout cas, les ufologues n'ont jamais établi de vagues pour 1917. Mais je reviens encore sur le lien des groupements, par exemple comme le GPUN, groupement privé ufologique nancéen, dans les années 70 et 80, enquêtait sur les apparitions mariales en Lorraine. Donc il y a un intérêt qui n'est pas innocent, bien sûr, des ufologues pour ce genre de choses. Je parlais de démons, les petits gris peuvent être apparentés comme des démons, comme des diables aussi, dans l'autre sens. Certains les présentent comme ça. Jimmy Guilleux et un certain nombre d'ufologues américains considèrent qu'il y a des entités positives, des entités négatives. Les petits gris seraient du domaine des entités négatives. Donc on peut faire un parallèle avec la religion. Oui, certains ont fait un parallèle avec la religion. Jean Sidère, par exemple, dans un de ses ouvrages, fait ouvertement d'ailleurs un parallèle très intéressant. Il a publié un article dans Lumière dans la nuit, faisant un parallèle entre les prénoms que donnaient certains extraterrestres, alors je ne sais pas de quelle manière, et
les noms qu'on pouvait retrouver dans la Bible, les noms des démons. Et c'est vrai qu'il y avait tel qu'il le présentait, il y avait quand même une très grande proximité. Donc lui, oui, il établit ce parallèle entre ces deux choses, ces deux domaines. Donc on a des êtres supérieurs à nous, ou au moins incompréhensibles par nous, qui fonctionnent différemment, et qui ont peut-être un savoir technologique plus fort, même certainement, ou en tout cas une autre dimension. On a des êtres qui sont dans une autre dimension intellectuelle ou simplement physique, qui interfèrent sur notre monde et qui nous donnent des messages. Mais est-ce qu'on peut croire ces messages ? Alors, est-ce qu'il n'y a pas manipulation du début jusqu'à la fin, même s'ils existent vraiment Alors, je ne sais pas s'il y a des êtres qui sont présents dans notre environnement. En tout cas, il y a un phénomène qui est intentionnel, qui est intelligent très probablement, qui est décrit comme ça. Alors, est-ce que ce sont des extraterrestres ? Est-ce que ce sont des intraterrestres ? En tout cas, c'est une hypothèse. L'hypothèse extraterrestre est à considérer. Les rédacteurs du rapport Cometa disaient c'est une hypothèse qu'on ne peut pas laisser de côté. Donc, sous-entendu, qui est tout à fait envisageable. Et leur message écologique, sympathique. Alors, est-ce que c'est de la manipulation ? Alors, c'est vrai que le thème de la manipulation, le thème de la tromperie, est souvent abordé par les ufologues, notamment Joël Ménard. C'est comme dans le spiritisme. Hein. Oui. Donc, est-ce qu'on ne nous manipule pas ? Est-ce qu'on ne nous fait pas croire qu'il y a apparemment des opérations mais est-ce qu'en fait, il n'y a pas autre chose ? Est-ce qu'on ne se présente pas sous un jour positif ? Mais en fait, c'est le contraire. Donc, pour Joël Ménard, comme pour beaucoup de membres de la communauté ufologique, le phénomène est trompeur, intentionnellement trompeur, et on ne peut pas se fier à ce qu'il nous présente. Donc, on ne sait pas du tout. Et pour Gilles Pinon, par exemple, le phénomène se brouillait volontairement pour ne rien laisser passer de son action réelle. Donc il comparait ça un petit peu aux stratégies militaires, et donc il essayait d'apporter une réponse comme on leur apprend, disons, dans leurs études militaires, c'est-à-dire dans un contexte de combat avec extrêmement brouillé, extrêmement confus, comment arriver à faire la part du vrai du faux. Donc je ne connais pas en détail sa méthode. Et donc voilà, oui, effectivement, c'est une hypothèse qui est envisagée, ça. Est-ce qu'on ne nous manipule pas ? C'est plus perturbant qu'autre chose, alors, cette affaire. Ah ben ça fait très peur à beaucoup de gens. C'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler de ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens réagissent par la moquerie, par le sarcasme, etc. Mieux, ouais. Donc il y a une forme de pudeur, mais il y a aussi une forme de crainte. Pour Manuel Virotte, ça existe. Pour Manuel Virotte, effectivement, il y a un phénomène qui est intelligent, qui agit dans notre environnement. Le nombre de témoignages qui le montrent, les traces radar, les observations multiples, pour moi, ont valeur de preuve. Alors, j'avais coché qu'il fallait éviter les soucoupes volantes parce qu'on pourrait se faire irradier. J'avais coché, qu'est-ce que j'avais coché d'autre ? Que donc il y avait des possibilités de se faire enlever, même sans le savoir, sans s'en souvenir. Après, sous hypnose, ressortir des vieux souvenirs. L'hypnose, on peut faire croire ce qu'on veut aussi. On tombe dans le fantasme encore. Bon. Et là, je coche qu'il faut finalement ne pas s'occuper de ce qu'on ne peut pas gérer intellectuellement. Nous, petits êtres qui ne sommes pas au summum du gouvernement, on ne peut rien faire là-dessus. On est tributaire du bon choix de ces êtres peut-être supérieurs, peut-être existants. Un jour ou l'autre, ils se manifesteront, mais pourquoi ne se manifestent-ils pas ? C'est très étrange aussi. Pourquoi le gouvernement fait une omerta, un si grand silence sur toutes ces informations, et pourquoi les extraterrestres et les ovnis eux-mêmes sont plus que discrets, mine de rien ? Eh bien, on n'en a absolument aucune idée. Et c'est peut-être l'objectif recherché, nous laisser dans le brouillard le plus absolu. Mais si on considère que les voyages interplanétaires, interstellaires sont possibles, si on considère que l'univers s'est formé il y a 13 milliards d'années, on peut considérer que des civilisations ont peut-être des millénaires, des millions d'années d'avance sur nous. C'est tout à fait envisageable. Et d'ailleurs, les astronomes l'envisagent de manière tout à fait banale. Donc peut-être que des êtres qui ont des millions d'années d'avance sur nous nous considèrent comme des singes, comme des chiens, comme des faux. Est-ce qu'on irait communiquer avec une belette ou non, on est indifférent à la belette. Donc peut-être ils sont en train de faire quelque chose. Pour vous, moi j'adore la petite belette. Parlons d'autre chose, un cafard, mettons un cafard. Et donc voilà, on représente peut-être pas plus qu'un cafard pour ces êtres-là. Donc ils font ce qu'ils ont à faire. Et sans interférer avec nous,
c'est un comportement tout à fait sensé, quoi. Pas interférer avec, dans le milieu dans lequel ils sont. Et voilà, on n'a aucune idée de leur motivation. Et voilà. S'ils ne sont pas manifestés d'une façon flagrante, c'est qu'ils n'ont pas envie de se manifester, et peut-être qu'ils nous considèrent effectivement comme des petits cafards. Ou non, ça peut être encore autre chose. Ou qui nous laissent vivre notre vie. Mais de là à en déduire que c'est des dieux, des démons, non. Pas forcément. Regardez dans l'histoire, les conquistadors, ils ont été considérés comme des dieux par les Indiens d'Amérique. Et voilà, nous, on a le danger aussi face à l'étrange et le mystérieux, tout de suite voir des dieux, alors que ça se trouve, c'est juste un humanoïde de plus dans un autre univers. Oui, et donc très souvent, les rencontres avec une civilisation hautement technologique, très avancée, conduit à la destruction de la civilisation la moins avancée. Oui. C'est ce qui s'est produit en Amérique du Sud et c'est ce qui se produit souvent. Donc il y a peut-être un objectif justement de ne pas aboutir à cette destruction. Mais pas toujours, parce que dans le cadre du Japon, par exemple, le Japon qui a été en contact donc avec une civilisation, disons au début de l'ère contemporaine, beaucoup plus avancée, ils étaient encore au Moyen-Âge, à la fin du 19e siècle, a réussi en l'espace d'un siècle à se hisser à une place de pays dominant dans le monde de la technologie, de la science, etc. Donc, c'est pas forcé. C'est pas forcé que le contact avec une civilisation hautement développée soit forcément négatif. Mais c'est un risque. Et voilà. Enfin, s'ils étaient vraiment méchants, ils nous auraient déjà oxy. Mais je ne sais pas si déjà est-ce qu'on peut parler de îles? Est-ce que îles ce sont une seule civilisation ou des milliers de civilisations qui nous rendent visite? Est-ce que ce sont des civilisations? Est-ce que ce sont des êtres? On n'a aucune certitude. On rentre dans le côté Men in Black c'est impossible à gérer, il y a tellement de populations étranges et mystérieuses. J'en ai pas la moindre idée, je n'ai aucune réponse à ça. Et je crois que personne, en tout cas, n'a publiquement fait état de ces réponses. Peut-être qu'il y en a qui ont des réponses, mais en tout cas, moi je les ai pas. Apparition donc d'OVNI, ça c'est noté pour la France. Voilà, on a balayé pas mal de choses, mais pas tout. Non, pas tout. On pourrait y passer plusieurs nuits. Donc, non, mais quand même, au bout d'un moment, non pas qu'il fait froid, l'île de la Réunion, mais il faut se coucher à un moment. Les chercheurs privés, alors, on a vu le nombre d'organismes qui sont montés, et tant mieux. L'essentiel, c'est de pouvoir faire un tri entre les rigolos et les sérieux. Et pour la recherche militaire, on comprend que il y a un intérêt flagrant qui laisse sous-entendre qu'il y a eu récupération de quelques objets qui sont tombés du ciel. Et pour les investigations scientifiques, je pense qu'on en a parlé aussi, pas de souci, on a compris qu'il y a corrélation, essayer de refaire ce qu'on a vu, l'homme a toujours copié la nature, pourquoi pas copier les ovnis, les extraterrestres, d'accord. Nous terminons donc notre entretien avec ce que pense vraiment Manuel Virotte. Quand on fait une thèse comme vous avez fait, il y a préambule, puis il y a thèse, antithèse, et puis il y a conclusion. En gros, c'est un peu ça. Non, pas dans le cadre de mon plan en histoire. Vous avez tout étalé comme ça, d'une façon chronologique? On peut avoir un plan chronologique, un plan thématique, et moi j'ai essayé d'innover en adoptant un plan par échelle. Donc j'ai transposé, si vous voulez, les méthodes de la géographie à l'histoire. Donc l'échelle de l'homme, premier grand point. Donc comment on se pratique l'ufologie à l'échelle de l'individu, l'échelle du groupement, on va voir que c'est différent forcément, et l'échelle de l'État. Donc c'est la troisième partie. Et on constate qu'à ces trois échelles, l'ufologie développe des réseaux entre l'individu, les groupements, et parfois collabore un peu avec l'ufologie publique, même si les deux réseaux, le réseau de l'ufologie publique et le réseau de l'ufologie privée, sont quand même assez hermétiques l'un à l'autre. Donc voilà, ça a été ma problématique en quelque sorte. Et contrairement à une idée reçue, pour ma part, et j'essaie de le démontrer, l'ufologie essaie de se comporter comme une science et parvient à obtenir des résultats. Même si ces résultats, comme disait Aimé Michel, tiennent sur un timbre-poste au bout de quelques dizaines d'années. On constate, on note et puis on met pour les ufologues? Oui, pas seulement. Donc, alors les ufologues, dans le cadre du groupement, ont plusieurs activités. L'activité de base, c'est l'enquête, évidemment. L'enquête, mais aussi, donc ça peut être l'enquête sur le terrain, l'enquête de nuit, l'enquête de jour. Ça peut être le développement de compétences en matière de psychologie pour l'interrogatoire des témoins, donc comment faire un bon interrogatoire. Donc certains groupements comme la SOBEPS, bon là on passe en Belgique, mais ou LDLN ont développé des guides de l'enquêteur, des manuels de l'observateur, etc. C'est aussi faire des recherches en archives, donc dépouiller les journaux. C'est beaucoup plus large que je le pensais. Oui. Voilà, c'est comment faire appel à témoins, développer des méthodes de recherche, essayer de former les enquêteurs. Donc par exemple CV LDLN, le cercle vosgien Lumière dans la nuit,
avec Gilles Munch par exemple, s'attachait à former les nouveaux enquêteurs qui intégraient le groupement. Donc, comment faire. Oui. Et donc c'était une démarche très scientifique. Et le GEPA par exemple, lui aussi, donc sa méthode c'était purement scientifique. Récolter les témoignages, donc discuter des témoignages. Donc il y avait des réunions publiques et des réunions techniques. Les réunions techniques étaient faites avec des spécialistes de la question, des ingénieurs, des docteurs en sciences. Et s'efforcer donc de comprendre ce qui se passait, de reproduire éventuellement, et voilà. Et les résultats étaient transmis par des revues. Donc on est vraiment dans le mode de fonctionnement de la science. Donc des revues diffusaient les résultats, tout le monde pouvait les lire, commenter, contre-argumenter, ce genre de choses. Et jusqu'à nos jours, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc avec ces approximations, avec ces hurluberlus, ce genre de choses, évidemment, qu'on n'a pas forcément en science établie. Voilà. Donc moi, j'essaie de rester très objectif, très neutre dans ma manière de présenter les choses. Vous n'avez pas fait de conclusion. Mais bien évidemment, j'ai un point de vue dont je ne ferai pas forcément état ici. Ah si. Alors, mon point de vue se rapproche de celui de Pierre Lagrange dans sa thèse. Bon. Et dans sa thèse, Pierre Lagrange, et ça m'a d'ailleurs très étonné, donc qui a été soutenu en 2009, il dit donc si les résultats sont si réduits, sont si peu, disons, satisfaisants, ce n'est pas parce que on n'a pas les mauvaises méthodes, mais c'est parce que l'objet lui-même d'étude résiste à toute analyse. Et il dit l'objet extraterrestre, donc il parle de les extraterrestres. Lui, il emploie carrément le terme, disons, font en sorte de rester, disons, d'empêcher toute étude d'eux-mêmes. Donc c'est ce qu'il dit. Et je dirais que mon point de vue pourrait se rapprocher sur certains points de celui de Pierre Lagrange. Ouais. Voilà. Donc on n'a pas la main. On n'a pas la main, et il y a quelque chose réellement qui est là, et on peut pas balayer ça d'un revers de la main. Encore une fois, s'ils étaient méchants, ils nous auraient déjà tous tués. C'est pas certain. Oh, il faut terminer sur un côté positif. Si vous voulez. D'accord. Ils sont gentils. Ils nous prennent comme des cobayes, et puis on est tous enlevés la nuit, puis ils nous tripent. Pourquoi exclure cette hypothèse ? On ne peut rien exclure. À partir du moment où on ne comprend absolument pas ce qui se passe, tout est envisageable. Où se situe Dieu pour vous ? Eh bien, moi, je pense que si les extraterrestres sont le plus grand mystère de tous les temps, je pense qu'avant celui-là, je pense que Dieu est réellement le plus grand mystère de tous les temps. Oui. Les ovnis seraient peut-être le deuxième plus grand mystère de tous les temps. Oui. Voilà. Et si on pense à un Dieu créateur, il a créé des mondes différents. Ça, j'en ai aucune idée sur la question. Et il a forcément dû créer aussi ces humanoïdes ou autres formes de vie. J'en ai absolument aucune idée. Si Dieu est créateur. Si Dieu est créateur, oui, bien sûr. Oui. Ah. Bah oui. Et si Dieu est tout-puissant, évidemment. Oui. À n'en pas douter un seul instant. Enfin, une petite prière de temps en temps face à un ovni, ça fera pas de mal, manifestement, parce que, encore une fois, il faut fuir ça comme la peste, quoi, puisqu'on sait pas... Alors là, j'ai encore une anecdote, mais on va continuer jusqu'au bout de la nuit. Mais c'est pas grave. Donc, chez John Mack, je crois que certains prétendus abductés, donc de ces patients qui se prétendaient abductés, déclaraient qu'ils avaient absolument très peur. Tous ont très peur de ce qui se passe, quand les êtres entrent dans leur chambre, les bedroom visitors, les visiteurs nocturnes. Et ils disaient que pour arrêter cette expérience, ils avaient recours à la prière, et la prière arrêtait arrêter le déroulement de cette séquence qui les terrifiait. Ah tiens. Donc ça, c'est étrange. On se demande si on n'est pas dans les mondes des démons. Une belle grimace que vous avez fait là. C'est dommage que ça soit pas filmé. Oui, on a raté quelque chose. Non mais oui, on se demande s'ils sont... Enfin voilà, est-ce qu'on a eu une bonne idée de faire un parallèle entre la religion, les anges et les démons et les extraterrestres, les petits gris ou les grands... Les grands blonds, il y a tout. Même les poilus, ils existent aussi. Est-ce qu'on a eu raison de faire... Non, peut-être pas. L'univers est tellement vaste qu'il doit y avoir tellement de tout. Et on n'a pas évoqué quelque chose de très intéressant. On n'a pas évoqué Jean-Michel Grand-Cyr, mais bien sûr... Ah non, c'est pas ça. Les hypothèses paranormales, parce que là, on est resté dans l'hypothèse extraterrestre, dans l'hypothèse socio-psychologique, donc soit c'est des extraterrestres, soit tout se passe dans la tête des gens, en gros, pour résumer. On n'a pas parlé des hypothèses paranormales. Donc vous parlez de la diversité de l'univers et de ce qu'on peut y retrouver, mais Jacques Vallée, lui, fait l'hypothèse que ces apparitions, je résume très rapidement sa pensée, forcément c'est très réducteur, les apparitions pourraient être des manifestations de dimensions parallèles, et d'une autre réalité qui surgirait à un moment présent dans notre réalité. Donc ce ne serait pas forcément des ovnis, disons des machines volantes traversant l'espace, mais ce serait des surgissements d'autres dimensions qui seraient là, de mondes parallèles. Voilà. Donc ça, c'est... certains, ils sont assez peu nombreux, mais il y en a certains qui développent, dont Jacques Vallée, qui est quand même un ufologue extrêmement renommé. Ou même une projection de nous-mêmes. Sur un monde parallèle. Ça, Carl Jung, le psychiatre, pour lui, ça pouvait être ça aussi, une projection de la psyché humaine.
Mais on n'a pas fini. Merci Manuel Virotte. Merci. Merci. Bravo pour les 2 tomes. Et puis, dès que le prochain livre sort, on se retrouve sur l'île de la Réunion. Avec plaisir. Je reprends un petit avion, pas un ovni. Ça sera long, mais je serai là. Merci et bravo. Un bel outil de recherche et beau travail. Merci à vous.